Chers amis, avant que nous commencions cette entrevue, je vous invite évidemment à aimer, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. C'est très précieux. Mille merci et très bonne entrevue. Défense de l'Occident, ouvrage majeur d'Henri Massis. Henri Massis, grand académicien français. Mais qui d'autre que Pierre Hillard, docteur en sciences politiques, pour préfacer un ouvrage profond et intemporel. Mais tout d'abord, cher Pierre Hillard, mille merci d'avoir accepté cette invitation et cette présentation de l'ouvrage. Bonjour Xavier, et puis merci de me recevoir, et merci de m'avoir permis d'écrire cette préface d'Henri Massis, Défense de l'Occident, que je représente là. Qualité, je le dis pour les personnes qui verront cette émission, déjà la qualité du papier, on est loin de papier journal de certains livres, la présentation, c'est un livre déjà beau à voir, et puis la qualité de l'auteur, Henri Massis, très moderne, livre sorti en 1927, et croyez-moi, il est moderne. Alors, avant que l'on aille dans le vif du sujet, je tiens à vous remercier publiquement 1000 fois d'avoir accepté cette préface. En 2021-2020, je vous écoutais depuis la Suisse, dans mes montagnes, vos différentes émissions. Et en 2025, j'ai la chance de vous avoir dans les préfaciers de la maison d'édition, donc je suis vraiment très fier. Et je vous remercie chaleureusement pour ça, parce que c'est quand même merveilleux d'avoir une préface de vous pour un ouvrage aussi remarquable et, comme je disais en introduction, aussi intemporel. Ah, je me suis forcé, hein. Oui, alors justement, c'était peut-être la Je question. préfère vous le dire, hein. Je me suis forcé. Les menaces, le chantage et évidemment la quête d'argent. Oui, Pourquoi il y avait que ça. Il y a vraiment, je me suis dit, il y a du fric à se faire. Pourquoi avoir accepté cette... J'arrête parce qu'il y en a qui vont croire. C'est faux. Oui, c'est très... Pourquoi avoir accepté cette préface d'Henri Massis, qui, malgré tout, est aussi un auteur que l'on tend à vouloir mettre de côté ou que l'on tend à vouloir oublier? Exact. Alors, Henri Massis, je rappelle, né en 1886, mort en 1970. Alors, il avait tous les défauts de la terre, si je puis dire, puisqu'il a écrit dans l'Action française, ami de Jacques Bainville, il a écrit aussi dans la revue universelle. Et en fait, il s'inscrit, Henri Massis, avec d'autres comme Daudet, Bainville, etc., dans cette tradition française qui consiste à s'opposer à une marée montante, menaçant à son époque la civilisation française et la civilisation occidentale, pour être plus précis, romaine. Et il a donc écrit ce livre, Défense de l'Occident, ouvrage sorti en 1927. Et mon Dieu, on est 98 ans plus tard. Son livre est terriblement d'actualité. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai accepté, évidemment, sans hésiter, de préfacer cet ouvrage, parce que il faut toujours mettre à l'honneur ces personnes qui ont eu du flair, la clairvoyance, parce que, évidemment, c'est pas le système actuel en France, pareil en Suisse et Espagne, Italie, etc. En tout cas, en France, c'est pas en France l'éducation nationale ou l'université, ces instituts qui chercheront à diffuser, entre autres, les écrits d'Henri Massis. Ça, évidemment, il y aura un tir de barrage. Et donc, Henri Massis appartient à cette cohorte de ces intelligences vives qui avaient perçu, et plus que perçu, cerné le problème. Et l'ouvrage de 1900, sorti en 1927, donc Défense de l'Occident, édition Mestre, il faut le comprendre dans le contexte de l'époque. On sort de la Première Guerre mondiale. Et la Première Guerre mondiale, et c'est ce que je raconte dans la préface que j'ai faite de cet ouvrage, est un basculement. Avant 1914, l'Europe, essentiellement France, Royaume-Uni, Empire allemand, Autriche-Hongrie et Russie, et j'ajouterai quand même la Belgique parce qu'elle avait un empire colonial qui était important, l'Europe domine le monde. Il y a l'Europe,
et il y a le reste du monde. Et c'est révélateur lorsque la reine Victoria est morte en 1901. Le représentant américain, alors je sais plus si c'était l'ambassadeur ou le président des États-Unis, je peux plus vous dire, était placé plusieurs rangs en arrière. Au premier rang, proche donc du catafalque de la reine Victoria, il y avait tous les chefs d'État de l'époque, roi et empereur, l'empereur d'Allemagne, évidemment l'héritier du trône anglais Édouard VII, les représentants français. Le représentant américain, lui, est en arrière-fond. Après la Première Guerre mondiale, c'est terminé, c'est le représentant américain qui est au premier rang. C'est-à-dire que l'Europe s'est suicidée en 14-18 et on assiste à un effondrement de l'Allemagne, l'Empire allemand, le Deuxième Reich, avec la République de Weimar, disparition de l'Autriche-Hongrie, c'est-à-dire d'un pays catholique, même s'il y avait des failles dans le système, même si la direction austro-hongroise était marquée par le libéralisme, il ne faut pas non plus enjoliver la situation, mais c'était quand même un bastion du catholicisme, effondrement de la Russie tsariste. Alors là, avec l'arrivée du bolchevisme en 1917, alors là, c'est l'asiatisme qui s'impose, si je puis dire, via le communisme. Une France exsangue, on a quand même perdu 1 350 000 soldats, et une population française qui, à la veille de la Première Guerre mondiale, était une population âgée par rapport aux populations anglaises, allemandes, etc., italiennes. Et un Royaume-Uni qui, quand même s'il a perdu environ 600 000 hommes, est quand même le monde anglo-saxon, avec la City de Londres, le grand gagnant. Puisqu'en fait, je rappelle que la Première Guerre mondiale, il y a eu certes des éléments qui se sont additionnés pour favoriser cette guerre, que ça soit l'Alsace-Lorraine, la rivalité franco-allemande, la puissance économique allemande, la rivalité entre le pan-germanisme et le pan-slavisme, le fait que la direction allemande de l'époque n'a pas tenu compte de la sagesse du chancelier Bismarck. Je suis tombé récemment sur une phrase du chancelier Bismarck où il disait la Russie est dangereuse en raison de l'insignifiance de ses besoins. C'est-à-dire qu'en fait, les Russes sont des durs à cuire, et dans une guerre, ils pourront se satisfaire de peu de nourriture, d'un climat violent, et continuera à se battre. Et d'ailleurs, la Seconde Guerre mondiale, le siège de Leningrad en a fait la preuve, Stalingrad, etc. Bon. Donc en fait, 14-18 est un basculement où le monde catholique prend une claque, Autriche-Hongrie qui disparaît, l'Empire tsariste disparaît au profit d'une idéologie perverse, intrinsèquement perverse, comme dira plus tard le pape Pie XI, un monde anglo-saxon qui a triomphé, et je rappelle que l'élément clé qui a favorisé, enfin la raison profonde de la Première Guerre mondiale, c'est fin 19e, début 20e siècle, on passe du charbon au pétrole. Où se trouve ce pétrole dans les connaissances de l'époque géologique? Essentiellement la Mésopotamie, la Perse aussi évidemment, mais la Mésopotamie qui recoupe Mossoul, et donc faisant partie de l'Empire ottoman, qui lui aussi disparaît après la Première Guerre mondiale. Et il y a cette bagarre entre la branche sioniste pro-allemande qui veut un foyer juif de langue allemande avec le contrôle du pétrole, et donc c'est le fameux Bagdad Ban. Et puis il y a la rivalité d'en face de la City de Londres avec la branche sioniste anglaise qui veut la même chose, une Palestine de langue anglaise, mais contrôlant le pétrole. Et la guerre de 14-18 est là pour mettre les choses au point, c'est-à-dire c'est soit Berlin, soit la City de Londres. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, eh bien c'est Londres qui gagne. Et je rappelle le fameux entretien qu'a accordé Lloyd George en 1937 à la commission Peel, où il a lâché le morceau, il avait été Premier ministre de 1916 à 1922, où il dit qu'en fait, les aides juives sionistes de l'époque ont fait comprendre aux Français et aux Anglais que s'ils promettaient la reconnaissance d'un foyer juif en Palestine, ils assuraient le ralliement des États-Unis, des grandes forces de l'époque, de leur côté contre Berlin. Et Lloyd George précise, et ils ont tenu parole. Donc en fait, voilà, c'est un basculement à la fois destruction humaine, destruction matérielle, des foyers de civilisation qui disparaissent, l'Autriche-Hongrie,
la Russie qui plonge dans un système idéologique pervers, le communisme, et la victoire du monde anglo-saxon, c'est-à-dire un monde maçonnico-judaïque. Et Henri Massy, et là on arrive au personnage, il fait un bilan de la situation. Et son livre Défense de l'Occident, il passe en revue les éléments pour présenter l'ouvrage, en sachant que je ne vais pas tout dire parce qu'il faut quand même que les personnes qui écouteront cette émission achètent et lisent le livre, donc je ne vais pas tout dire. Mais au moins, présentation du cadre général, c'est un livre, outre la préface, qui est composé de 5 chapitres, et Henri Massy passe en revue les points clés. Alors le premier chapitre, c'est pour parler de l'Allemagne. L'Allemagne qui donc a été vaincue, tombée dans la République, enfin qui a basculé avec la République de Weimar, et il explique, Henri Massy, qu'il y a une forme d'orientalisation de la direction politique allemande qui regarde vers l'Est. Et chose incroyable, et c'est ce que je raconte en particulier dans la préface, donc je rappelle que le livre est sorti en 1927, et il y a dans la Revue universelle une recension qui est faite de ce livre d'Henri Massy par Georges Blondel. Et Georges Blondel précise qu'il y a un risque de voir une alliance entre la direction prussienne et la Russie communiste, bolchevique. On est en 1927. Et c'est absolument incroyable parce qu'on ne saura qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En fait, cette alliance avait été nouée dès 1922 avec le fameux traité de Rapallo, signé entre l'Allemagne de Weimar et la Russie bolchevique, où les Allemands pouvaient, développer leurs armes militaires, l'aviation, les gaz, les chars, secrètement en Russie. Donc déjà, dès 1922, il y avait une alliance secrète et qui s'était donc conclue sur le terrain. Et le nommé Henri Massy avait déjà senti qu'il y avait déjà un rapprochement entre ces deux mondes sans savoir qu'en fait c'était déjà fait, et chose confirmée par Georges Blondel qui lui aussi avait pressenti la menace. Et c'est ça qui est frappant, c'est ce basculement de l'Allemagne qui regarde vers l'Est. Et ça a toujours été une politique séculaire, multiséculaire, le fameux Drang nach Osten, la marche vers l'Est. Alors il y a une chose que Henri Massy précise dans cet ouvrage, et que j'ai rappelé dans ma préface, c'est que l'Allemagne a été marquée en partie par l'occupation romaine, le fameux limes romain. C'est-à-dire que suite aux interventions romaines, donc c'est l'an, que je dise pas de bêtises, l'an 7 ou l'an 10, je sais plus la date exacte, après Jésus-Christ, il y a eu une tentative d'occupation de la Germanie par les troupes romaines, et il y a eu une défaite sanglante des troupes romaines face aux tribus germaniques dans une forêt qui s'appelle la Teutoburger Wald, avec Arminius. Et les troupes romaines vont refluer et rester en gros, avec ce fameux limes romain, au niveau de l'Amérique du Sud, le Danube en gros, et le Rhin. Donc tous ces territoires germaniques resteront, enfin l'actuelle Rhénanie et l'Allemagne du Sud, sous emprise et sous influence romaine, mais tout le reste, c'est le monde barbare, c'est le monde païen. Donc le monde germanique est déjà scindé en deux, entre une partie romanisée et une autre partie qui reste païenne, avec ses divinités, etc. Et c'est tellement vrai que lorsqu'il y a eu, et Henri Massy parle beaucoup des méfaits de Martin Luther, qui a nationalisé la religion au profit de biens matériels, vraiment bien terrestres, bien coupés du ciel. Ce qui est révélateur, c'est que lorsqu'il y a eu au 1517 les fameuses 95 thèses de Wittenberg, donc qui dans l'est de l'Allemagne, en Saxe, et que j'ai visité à titre personnel, je me suis baladé pas mal en Allemagne, dont en Wittenberg, eh bien, c'est révélateur, la partie qui a plongé dans le protestantisme, c'est toute la zone qui n'a pas connu
l'occupation romaine. Les zones allemandes qui sont restées catholiques, ce sont les zones du sud et la Rhénanie qui sont restées, qui ont subi l'influence romaine. Donc, en fait, le limès romain correspond à quelques kilomètres près à la frontière entre le catholicisme germanique qui avait connu auparavant l'occupation romaine et tout le reste, le monde protestant, qui lui avait pas connu cette occupation romaine et qui était resté païen. Donc c'est vraiment, et c'est ça que montre Henri Massy, c'est qu'il y a une marque qui structure largement les élites allemandes loin de Rome, le fameux Los von Rome. Et cette marque païenne, cet esprit de révolte fait que les élites allemandes sont beaucoup plus attirés par vers l'Est et puis toutes les influences qui vont avec, asiatiques, alors bouddhisme, hindouisme, etc., le monde brahman, etc. Et le deuxième chapitre d'Henri Massy dans cet ouvrage, c'est pour parler évidemment de la Russie. Et il y a des remarques très profondes dans son ouvrage, et je dois dire que je le savais, mais je n'avais pas mesuré la profondeur de la situation, où il dit, Henri Massy, que finalement la Russie n'a pas véritablement connu un Moyen-Âge comme l'Europe occidentale, France, Italie, etc., a pu connaître. C'est-à-dire qu'en fait, il explique que l'Occident a connu des invasions barbares, germaniques, et elles se sont terminées peu à peu, vers le 5e siècle finalement. C'est le cas de Clovis. Clovis qui en fait est un roi barbare, païen, marié à une sainte Clotilde, et donc c'est ça qui va ensuite, cette sainte va permettre, avec l'évêque Saint-Rémy, la conversion de Clovis, et puis c'est ça qui est l'acte fondateur de la civilisation française avec le baptême de Clovis. C'est le résumé de la science politique française, surtout quand on lit les propos de Saint-Rémy. Donc, les invasions barbares, en gros, s'arrêtent au 5e siècle. Bon, on aurait pu ajouter, il y a eu ce qu'on appelait les incursions vikings, qui ont joué un rôle. Mais ça n'a pas été comparable au flot germanique qui a submergé l'Empire romain, jusqu'aux Visigoths qui sont allés en Espagne. Bon. La Russie, comme l'explique Henri Massy, la Russie, elle a connu des invasions, elle, que l'Europe occidentale n'a pas connues, avec par exemple la horde mongole, qui a commencé avec au XIIIe siècle, entre autres, et qui a perduré jusqu'au XVe, c'est-à-dire qu'il a fallu, je crois que c'est Ivan III, qui est mort en 1505, pour vraiment que la présence mongole, c'est-à-dire asiatique, orientale, ne soit évacuée. Donc il y a une marque orientale du peuple russe qui s'est étalée sur des siècles. Je rappelle que la dynastie qui dirigeait la Russie jusqu'en 1613 s'appelait la dynastie des Riorikides, et après disparition de cette dynastie à partir de 1613, c'est la dynastie des Romanov, et le premier Romanov s'appelle Michel, je crois, Michel Ier. Mais même là, on assiste à une marque orientale, c'est-à-dire qu'il y avait des ouvrages émanant d'auteurs marqués par la gnose. La gnose, c'est la connaissance. Par exemple, il faut lire le fameux livre, en 2 tomes, d'Alexandre Solzhenitsyn, qui explique que dans la deuxième moitié du XVe siècle, il y a eu une tentative de kabbalisation. Kabbale, la Kabbale, c'est l'interprétation ésotérique du judaïsme, avec un personnage dont le nom m'échappe, mais peu importe, un juif, Scaria, voilà, et qui va faire en sorte que les élites orthodoxes, jusqu'à la famille impériale, vont plonger dans un judaïsme où la divinité du Christ est rabaissée. Le dirigeant orthodoxe de l'époque, je crois, prenait comme prénom, je crois que c'est Abraham, et sa femme Rachel, enfin bref, et il a fallu l'arrivée d'un évêque, Gennadius, pour remettre le holà et en gros évacuer cette marque. Donc c'est ça qu'explique Henri Massy, que la marque asiatique ou l'influence asiatique orientale de la Russie, là, a marqué ce pays sur des siècles. Et il précise
que le rattachement véritable aux influences européennes commence, de la Russie donc à l'Europe occidentale, commence véritablement qu'avec Pierre le Grand. Donc fin XVIIe, début XVIIIe siècle. Je rappelle que Pierre le Grand a fait une grande virée en Europe occidentale, les Pays-Bas, enfin les Provinces-Unies, la France. Il a rencontré le jeune Louis XV qui était enfant. Il est allé en Angleterre, etc., accompagné de diplomates, de militaires. Et en fait, c'est la politique d'européanisation de la Russie qui commence entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Donc vraiment, la Russie commence de manière tardive à se rattacher à l'Europe occidentale, en sachant aussi, malheureusement, que c'est l'époque où la franc-maçonnerie, qui est née en Angleterre en 1717, va se répandre en Russie. Et avec un certain Case, K-E-I-T-H, je rappelle que j'ai écrit un bouquin, Les permanences de la géopolitique de la Russie, enfin des Romanov à Vladimir Poutine, et qu'il y a une maçonnisation des élites russes, et entre autres des grands noms, les Troubetskoy, etc. Et que par exemple, le bras droit secrétaire privé de Catherine II, Elagin ou Ilagin, je n'ai jamais su comment prononcer son nom, a joué un rôle clé dans le renforcement de la maçonnerie, et donc de l'influence antichrétienne, hein, parce que vous n'avez oublié ça. Mais bien comprendre que la marque, l'européanisation de la Russie véritable, ça commence avec Pierre le Grand, d'où entre autres la création d'une ville, Saint-Pétersbourg, qui est vraiment en lien avec tout le commerce occidental. Et que cette présence européenne est, pour être plus précis, bon, anglaise, mais aussi germanique. Il y a eu énormément de colons allemands à s'installer en Russie. Il y a eu énormément de nobles germaniques, germano-baltes à servir la Russie. Mais cette marque européenne est récente et elle va durer jusqu'en 1917. En gros, 200 ans, 230 ans à peu près. Donc en fait, ces liens entre la Russie et l'Europe, l'histoire du temps, c'est court. Et à partir de 1917, la Russie devient bolchevique et retombe dans cet asiatisme, ce communisme qui est anti-occidental, anti-romain, tout ce que vous voulez. Et finalement, il y a eu un retour de la Russie vers l'Europe après la chute du communisme en 1990, et bis repetita, avec l'affaire ukrainienne, l'affaire de la Crimée, la Russie retombe en direction du monde asiatique, et la Chine en priorité, surtout à partir de 2014 avec l'affaire ukrainienne. Et là, depuis plusieurs années, il y a une alliance forte avec des intérêts, des arrière-pensées aussi, entre la Russie et la Chine. En fait, voilà, c'est ça qui explique Henri Massy. C'est très moderne, et finalement, quand on a compris ce qu'il a dit, on comprend ensuite la suite des événements. C'est-à-dire après 1927, date de parution de son livre, on voit que la Russie, où il y a eu un petit intermède européen dans les années 1990 avec Helsinki, et encore, la Russie a été pillée avec des oligarques. Il faut le dire, ces oligarques étaient très souvent des juifs russes, hein, parce que c'est le constat qu'on peut faire. Mais on peut voir que Poutine, au début de son règne, si je puis dire, était favorable à un rapprochement de la Russie avec l'Occident, voire même une intégration de la Russie à l'OTAN, mais il avait précisé à condition que les intérêts de la Russie soient traités à égalité avec les autres pays. Et là, ça n'a pas marché parce qu'en face, les Anglo-Saxons ne voulaient pas. Donc, basculement de la Russie vers l'Est. Voilà, c'est ce qu'explique Henri Massy dans ce deuxième chapitre. C'est très moderne parce qu'on comprend les origines, on comprend l'évolution, et depuis 1927, on continue le raisonnement d'Henri Massy. On se dit, oui, effectivement, là, nouveau, la Russie a replongé depuis quelques années en direction de l'Est. Je voulais peut-être citer un instant Henri Massy, car à la vérité, les idées soi-disant orientales qui nous ont été proposées en ces dernières années ne sont rien qu'une sorte d'ésotérisme occultiste, élaboré par un professeur d'histoire des religions, de faux prophètes hindous, des philosophes allemands, et répandu par des théosophes et des pacifistes au service des nationalismes les plus récents. Ainsi posé,
le fameux dilemme Orient-Occident trahit ses véritables origines. Alors là, ça va être une grosse question, avant Ah, peut-être d'aborder le chapitre 3, c'est tout d'abord, de nos jours, parce qu'on a parlé de l'intemporalité de cet ouvrage, mais malheureusement, de nos jours, lorsque l'on entend défense de l'Occident, évidemment pas pour nous, mais dans les médias et ailleurs, c'est le judéo-christianisme face à la barbarie islamique. C'est ça, en gros, la défense de l'Occident, puis des Lumières et tutti quanti. Hem, Henri Matisse, évidemment, ne sous-entend pas cela lorsqu'il parle de défense de l'Occident. Ça, c'est la première, 1er point, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il entend au final dans la défense de l'Occident? Et ensuite, on parle du fameux dilemme entre l'Orient et l'Occident. Mais on a aussi très souvent parlé du projet qui est aussi la noachisation des esprits. Et la noachisation des esprits, n'est-il pas aussi cette conjonction, cette conjugaison entre l'Orient et l'Occident, afin d'aboutir à cette synthèse, tout à fait curieuse? alors, effectivement, cette expression peut apparemment paraître galvaudée ou bien source d'inquiétude, d'un mal qui va nous se précipiter sur nous et nous ronger au nom de la tolérance, du droit à la différence, enfin, un baratin habituel. En fait, les propos d'Henri Massy, dans son livre Défense de l'Occident, c'est un classicisme de bonne aloi, c'est-à-dire l'héritage d'Athènes, Rome et le catholicisme. Et le problème, c'est que défense de l'Occident, ce n'est pas défendre l'esprit judéo-chrétien. C'est une aberration, c'est à rejeter, c'est à condamner. Je pense entre autres au livre qui vient de sortir d'Éric Zemmour, La messe n'est pas dite. Il y a le sous-titre judéo-chrétien, je ne sais plus exactement. Et vraiment, cette expression est à rejeter. Non pas parce qu'on a une mauvaise humeur, parce que... non, la raison, elle est simple. Elle est même, j'allais dire, d'une logique qu'on soit, peu importe, croyant, athée. Il y a, avant le Christ, là je rappelle ça parce qu'après, on ne peut pas comprendre la suite. Avant le Christ, il y a ce qu'on appelle le mosaïsme, c'est-à-dire 12 tribus d'Israël, de nombreux prophètes, Ézéchiel, Jérémie, Isaïe, Michée, Amos, etc. Et c'est la préparation du Messie, l'arrivée du Messie. Et au bout de plusieurs siècles, ce Messie, en la personne du Christ, descendant du roi David, issu de la tribu de Juda, arrive et il parachève les annonces prophétiques. Et ce mosaïsme, qui était le soubassement capital nécessaire pour aboutir au Christ et à son travail, ce mosaïsme est indispensable, donc n'est surtout pas à bannir, il faut surtout pas tomber dans le marcionnisme, mais ce mosaïsme étant parachevé par le Christ, comment dire, s'adresse désormais à l'humanité entière, plus exactement à toutes les nations, ce mosaïsme est désormais dépassé avec une église qui devient, c'est l'expression, euh, l'Israël spirituel, c'est-à-dire qui s'adresse à l'ensemble de l'humanité, peu importe la couleur de peau, tout en respectant la diversité, pas un conglomérat de gouvernance mondiale, mais la diversité des nations. Et donc, ce mosaïsme, qui a fait son utilité pendant des siècles, n'a plus sa raison d'être, le Christ parachevant ses annonces prophétiques. Et le fait que les élites juives ne reconnaissent pas le Christ comme fils de Dieu incarné, annoncé par différents prophètes, eh bien, ces élites juives se sont rebellées avec création du Talmud, entre 1er et 6e siècle après Jésus-Christ, Talmud de Jérusalem, Talmud de Babylone, et avec le côté ésotérique qui est la Kabbale, qui est donc l'interprétation ésotérique du judaïsme. Et ce Talmud, en lien avec la Kabbale, ce Talmud est lui anti-catholique. Je rappelle toujours, et c'est pas moi qui le dis, c'est dans le Talmud, que dans le Talmud, le Christ est châtié dans des excréments bouillants. Et l'objectif, c'est que pour ces juifs, il faut attendre l'arrivée du véritable Messie, le Mashiach, qui doit apporter gloire uniquement à Israël, une gloire matérielle, charnelle,
dominant les nations et Israël étant la référence morale des nations imprégnées de noachisme, c'est-à-dire l'incarnation en moins, la Sainte Trinité en moins, une Sainte Vierge rabaissée, et ça va falloir en parler dans quelques minutes, parce que c'est là où on voit que le livre d'Henri Massy est toujours très moderne, et le sacerdoce en moins. Et donc, bien comprendre que utiliser cette expression judéo-chrétien, c'est une aberration, c'est un non-sens, parce qu'on ne peut pas associer Talmud antichrétien au catholicisme, en sachant donc que le bon judaïsme, le mosaïsme, qui était le socle, a été parachevé par le Christ et c'est terminé. En fait, l'échafaudage, c'est le mosaïsme, et quand l'Église a été construite, mise en place par le Christ, ses apôtres, etc., on enlève l'échafaudage, ce qui ne veut pas dire qu'il est plus important, mais il a eu son utilité. Il ne faut surtout pas tomber, comme je l'ai dit, dans le marcionnisme, et que cet Ancien Testament est le soubassement. Je rappelle que Moïse est une des plus grandes figures dans l'Ancien Testament, que les prophètes sont, je mets des guillemets, les saints de l'Ancien Testament, qui préparent le terrain. Voilà. Donc ce sont des personnages éminemment respectables et à respecter. Mais ils préparent le terrain. Et après, quand le Christ est arrivé, a fait son travail, c'est terminé. Et donc, cette expression judéo-chrétienne doit être bannie, rejetée, parce que c'est associé, insérer dans le catholicisme des préceptes issus du Talmud en lien avec la Kabbale, qui elle-même se rattache à tous ces courants ésotériques venant du monde asiatique, brahman, hindou, etc. Et donc, c'est vraiment, c'est ça le drame, c'est que les Français étant déchristianisés, Français, Italiens, enfin, il n'y a plus ce réflexe pour dire, disons, Éric Zemmour, votre expression, vous la mettez à la poubelle, hein, votre livre, rien que le titre, il est faux. Voilà. Donc, bien comprendre que ce judéo-christianisme empoisonne. C'est un christianisme, en fait, qui est, empoisonné, qui n'a plus les bonnes références. Mais c'est voulu, c'est voulu. Et votre autre remarque, ensuite, c'était... En fait, parce que aussi de nos jours, on a tendance à opposer l'Orient et l'Occident. Ce sont très souvent. D'ailleurs, c'est la fameuse citation. Donc, ainsi posé, le fameux dilemme Orient-Occident trahit ses véritables origines. Donc, l'ésotérisme, occultisme, élaboré par des... Voilà. Mais alors, justement, n'a-t-il pas aussi, je dirais, anticipé ou averti, comme vous, de nos jours, sur peut-être cette synthèse entre l'Orient et l'Occident, qui est ce que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire la noachisation des esprits, c'est-à-dire que le faux dilemme, ou le fameux dilemme Orient-Occident, est en train gentiment de tomber pour faire place à cette union des deux. Oui, alors, en fait, il y a une citation d'Henri Massy que je trouve excellente, enfin plus exactement, en fait, Henri Massy, il condamne cette volonté de l'Orient de s'imposer à une Europe affaiblie au lendemain de la Première Guerre mondiale et qui doute d'elle-même. Et suite à la sortie de son livre, donc en 1927, il y a des personnes qui n'ont pas apprécié ses propos. Et par exemple, il y a eu un auteur qui s'appelait, je le cite, Émile Steinhilber-Oberlin, qui avait écrit une réponse, enfin un article dans une revue franco-nippone intitulée Défense de l'Asie et du bouddhisme. Et je vais lire, donc c'est page 14, la réponse de ce personnage. Voilà ce que dit ce personnage à Henri Massy. Ce que vous prenez pour un parti pris d'hostilité n'est que l'affirmation tranquille que la civilisation bouddhique vaut la civilisation chrétienne et que, si les deux pensées se différencient religieusement et philosophiquement, c'est qu'elles correspondent à deux besoins spirituels du monde. Nul n'a le droit d'imposer aux voisins une manière de vivre ou de penser qui serait contraire au génie de sa race. Et ce que vous prenez, monsieur Massy, pour une insinuation perfide de l'esprit bouddhique, d'un principe, selon vous, dissociant dans l'esprit chrétien ou gréco-latin, écoutez bien ce passage,
C'est simplement le mouvement naturel de la pensée humaine qui tend instinctivement à associer et à harmoniser les spiritualités du monde contre les matérialismes lourds et dégradants. En fait, qu'est-ce qu'il dit, ce personnage? Eh bien, en arrière-fond, c'est la tradition primordiale qui consiste à apparemment lutter contre des choses mauvaises, le matérialisme, etc. Bon, sur le coup, bon oui, très bien. Mais cette tradition primordiale qui consiste à associer toutes les religions, Bouddha ou les philosophies de vie, Bouddha, shintoïsme, islam, hindouisme, enfin, et que sais-je encore, protestantisme et un catholicisme modifié. En fait, c'est une tradition primordiale qui est violemment anticatholique, puisque certes, elle va défendre des valeurs classiques, des valeurs de morale, mais en enlevant des éléments clés comme le péché originel, en enlevant la divinité du Christ, en enlevant la Sainte Trinité. Et c'est ça que l'on retrouve en particulier dans la Russie de Poutine et d'un personnage qui pousse à la roue, entre autres, Dugin. C'est-à-dire que la Russie de Poutine défend des valeurs, la famille traditionnelle, contre le wokisme, on ne peut que apprécier. Mais c'est débarrasser des éléments clés. Quand vous avez une alliance aussi étroite des dirigeants orthodoxes russes avec, entre autres, les Lubavitch, eh ben ça colle pas. Et c'est ça que Henri Massy dénonçait. Et l'auteur qui condamne, que j'ai cité, l'extrait que j'ai cité, en fait, euh, il veut que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Oui, mais le problème, c'est que ça repose sur le principe de la tradition primordiale, qui va être d'ailleurs promue par des gens comme René Guénon ou Julius Evola. Et en fait, c'est violemment anticatholique. En fait, c'est toujours la même histoire. Bien comprendre que la tradition primordiale, qui consiste à réunir toutes les religions, et ça a été fait entre autres par Vatican II avec Assise et Jean-Paul II, consiste à enlever les éléments clés ayant trait à la révélation. Et c'est là où on voit encore la modernité du livre d'Henri Massy, puisque l'élément qui vient se produire il y a quelques jours, où il y a Léon XIV, enfin il y a ce qu'on appelle le dicaster. Le dicaster, donc c'est cet institut au Vatican qui a pour but de traiter des domaines de la foi, a enlevé, a supprimé le principe concernant la Sainte Vierge du co-rédemptrice, médiatrice de toutes les grâces. Et en fait, de faire simplement de Marie une femme de valeur, une mère de qualité, mais en enlevant ses caractéristiques uniques, qui est, elle est immaculée conception, c'est-à-dire qu'elle n'est pas marquée du péché originel, et que elle est, comment dire, associée au martyr, à la souffrance de son fils, puisque je rappelle que le Christ sur la croix, il confie son fils spirituel, si je puis dire, Saint Jean, à sa mère. Mère, voici ton fils, fils, voilà ta mère. Et en fait, Saint Jean représente l'humanité. Et que la Sainte Vierge, étant la médiatrice de toutes les grâces, est l'intermédiaire participant aux souffrances de son fils. Certes, le Christ subit le plus gros de toutes ces souffrances, mais la Sainte Vierge, a un glaive qui lui transperce le cœur, et donc elle participe à la souffrance de son fils, elle est co-rédemptrice et élément révélateur. Je dis toujours, quand on veut lutter contre le catholicisme, soit on détruit, soit quand on ne peut pas tout détruire, on dégrade. Et regardez bien le protestantisme avec Luther, Calvin, etc. Il y a des restes. Le protestantisme, c'est un christianisme judaïsé. Mais quand on regarde, tout n'a pas été détruit. Il y a toujours le Christ, fils de Dieu incarné. Mais comme par hasard, la Sainte Vierge a été évacuée. Elle n'a plus ce rôle. La Sainte Vierge et les saints. Parce que les saints aussi, on peut s'adresser à un saint, une sainte, pour demander des grâces, comme intermédiaire auprès du Christ. Évidemment, dans la hiérarchie, le sommet, c'est la Sainte Vierge, c'est la mieux, immaculée et mère du Christ. Et le Christ ne peut rien refuser à sa mère, donc il faut en profiter. Mais
Voilà, faut passer par bon. Mais comme par hasard, le protestantisme a évacué cela. Donc, oui, bah, on reconnaît Marie, mère de Jésus, hein, d'accord, très bien, mais il y a ce côté co-rédempteur, il saute. Comme dans le protestantisme, la messe n'est plus un sacrifice, une commémoration, un rappel. Bon. Et donc, à chaque fois, quand on regarde, c'est on dégrade. Et là, avec comment dire Léon XIV et son dicaster, le cardinal, je crois Fernandez, j'ai un petit doute sur son nom, pauvre homme, il risque le payer. J'espère qu'il s'en rendra compte avant de mourir. Le fait de dégrader la Sainte Vierge, c'est de faire une femme acceptable pour toutes les autres religions. C'est-à-dire que oui, finalement, c'est la mère de Jésus. Bon, on peut respecter ça, qu'on soit musulman, bouddhiste, pourquoi pas. Mais oui, mais en fait, c'est une noachisation déguisée. Et ça va de pair avec une chose qui s'est produite il y a quelques semaines, au mois de septembre 2025, où dans une vidéo, Léon XIV s'adresse à des représentants américains et il fait la promotion du Tikkun Olam, le fameux Tikkun Olam que je cite et j'en parle depuis des années, qui est la réparation du monde. Et dans sa version anglaise, ça s'appelle le Great Reset, c'est-à-dire reformater le monde, ses structures spirituelles, philosophiques et étatiques, en fonction de critères correspondant au Talmud, à la Kabbale et à une noachisation. Et c'est quand même incroyable, et en même temps pas surprenant, de voir le successeur de Saint-Pierre, et on peut quand même avoir de sérieux doutes depuis Vatican II, avec Jean XXIII, de ces papes conciliaires qui, en fait, désobéissent complètement, et de plus en plus de manière graduée. C'est-à-dire que ce qu'a fait, par exemple, François, c'est pire ce qu'a fait Jean XXIII dans la... Il faut voir les propos tenus par François à l'égard de la Sainte Vierge, où vraiment le côté co-rédemptrice, poubelle, mais il l'a dit d'une manière, je crois qu'il a utilisé des mots comme folie ou sottise ou bêtise, enfin, bon, ça fait peur quand on voit un homme qui est officiellement pape, on peut même se douter fortement, bon, enfin bref, ça sera à l'Église, après s'être débarrassé de Vatican II, de remettre les pendules à l'heure, mais l'Église conciliaire, en fait, c'est une politique de noachisation. Le fameux document de Vatican II, Nostra Aetate, liberté religieuse, etc., bah, c'est une politique de tradition primordiale et qui rentre dans cette vision de détruire la révélation au profit finalement d'un modèle qui est celui de courant ésotérique. Voyez-vous, dans la préface que j'ai faite de comment dire, de Dorimassi, enfin à un moment donné, il y a un personnage qu'il faut connaître, c'est Richard de Coudenhove-Kalergi, dans son fameux livre Praktischer Idealismus, sorti en 1925. Et pour que les personnes comprennent, dans la tradition primordiale, c'est ce que j'explique, vous avez deux niveaux. Vous avez l'ésotérisme, ES, et l'exotérisme avec un X. C'est-à-dire que dans la tradition primordiale, ils estiment toujours qu'il y a la masse qui va avoir des informations, des dogmes, des doctrines, peu importe, mais qu'il y a une super caste, une caste des élus, l'aristocrate du futur, pour reprendre l'expression de Richard Coudenhove-Kalergi, c'est-à-dire qui a le droit de connaître des secrets qui sont réservés à une minorité, à une élite dirigeante, que la masse, les gueux, nous, on n'a pas le droit de savoir, et puis de toute manière, on ne comprendra rien. Il n'y a que cette élite qui a le droit de bénéficier de ces révélations, de les transmettre à d'autres, à quelques-uns. Et en fait, c'est ça le propre de toutes ces religions orientales, que ce soit bouddhiste, hindouisme, etc. Vous avez toujours la masse, régie par des lois communes, et une super élite qui va s'appeler les intouchables, enfin peu importe la formule, alors que dans le christianisme, et c'est dit lui-même par le Christ, c'est-à-dire j'ai cité, c'est Saint Jean qui le dit, enfin qui rapporte Saint Jean chapitre 18, verset 19-20, où le Christ dit ceci:
je le cite, le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde, j'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. C'est-à-dire que cette tradition primordiale qui, en son sein, promeut la gnose, la connaissance réservée à une minorité, elle est en opposition complète au christianisme, parce que le Christ, et enfin l'Église, depuis sa création, n'enseigne pas un double langage, une information pour monsieur et madame tout le monde, et d'autres informations réservées à une minorité. Non. De la base de l'origine sociale la plus modeste au niveau le plus élevé, c'est la même doctrine, il n'y a rien de caché, il n'y a rien de secret. C'est ça qui d'ailleurs diffère le christianisme de tout le reste, c'est que dans tout le reste, vous avez toujours une minorité qui a droit à des secrets pour se plonger dans un grand tout cosmique. Et c'est ça qu'Henri Massy dénonce en 1927. Que dirait-il aujourd'hui, vu la situation avec l'Église conciliaire, entre autres? Mais sans oublier aussi la Russie de Poutine et les États-Unis de Trump, l'œcuménisme, enfin bon, bref. Une dernière citation, ça c'est toujours Henri Massy. Parce qu'elle est l'Église de la vérité, qu'elle rattache la loi naturelle à la loi éternelle qui est en Dieu, l'Église catholique nous apparaît comme la seule puissance capable de restaurer la véritable civilisation. Et ça, c'est aussi ce que vous dites, c'est-à-dire que sans retour, sans évidemment, vous l'avez dit il y a quelques instants, la fin de Vatican II, pour ne pas dire autre chose, et puis un réel retour au Christ roi, malheureusement, nous sommes condamnés à continuer à périr, respectivement aussi à aller de plus en plus vers cette synthèse entre l'Orient et l'Occident qui nous condamnera tous. Oui. Et voyez-vous, suite aux propos d'Henri Massy, j'ai continué donc son raisonnement, qui est très logique, et en particulier dans ma préface, j'ai souligné le rôle de ces courants comme le Dalai Lama et tous ces courants, vous savez, qui ont touché, par exemple, des groupes de musique, je cite les Beatles ou les Rolling Stones, les Beatles qui allaient faire des stages, si je puis dire, à Katmandou, le mouvement hippie, etc. Il y a un personnage qui a joué un grand rôle et que je cite dans cette préface, dans les années 60, qui s'appelait Gerald York, qui est un militaire anglais, qui a été le bras droit du Dalai Lama de l'époque. Je rappelle que dans les années 60, information qui vient du New York Times, la CIA finançait ces milieux tibétains, etc., comme par hasard. On a envie de dire qu'un pourquoi. Enfin, on sait pourquoi. Mais ce Gerald York, qui était le bras droit du Dalai Lama, mais aussi le secrétaire, à un moment donné, du sataniste Aleister Crowley, eh bien, ce Gerald York a joué un grand rôle dans la diffusion de ces idées orientales, tibétaines, etc. Et, comme par hasard, les écrits de ces Aleister Crowley, etc., ont été sauvegardés. Alors, qu'on comprenne, oui, qu'on conserve ces documents comme études pour mieux comprendre le personnage et ensuite le combattre, je comprends. Mais, comme par hasard, ces documents ont été conservés au sein d'un institut dont le siège est à Londres, qui est l'Institut Warburg. Et là, on voit les connexions, puisque, je rappelle, la famille Warburg, c'est une famille à l'origine juive allemande, et tournant du 19e, 20e siècle, vous avez eu plusieurs membres de la famille Warburg, vous avez deux, entre autres Félix et Paul Warburg, qui ont immigré aux États-Unis. Félix Warburg a épousé la fille de Jacob Schiff, il est devenu un directeur de banque très puissant et pro-sioniste. Paul Warburg a joué un rôle clé dans la création de la Fed en 1913, et leur frère Max Warburg, lui qui est resté à Hambourg, a joué un rôle aussi dans la promotion du sionisme. Et vous avez eu dans cette famille Warburg un autre qui s'appelait Abi, qui est à l'origine de la création de l'Institut Warburg, qui était au début en Allemagne et qui ensuite s'est installé à Londres. Et comme par hasard, c'est cet institut qui a récupéré ces documents de Gerald York concernant Aleister Crowley et même des documents tibétains. Comme par hasard,
voilà, c'est le poison. Entre gens malhonnêtes, on se comprend toujours, et donc, comme par hasard, ça a été récupéré par l'Institut Warburg, évidemment. Donc Henri Massy, il voyait juste. Il voyait juste. Très bien. Évidemment, on va pas aborder tous les chapitres. Vous avez déjà abordé le premier, deuxième, troisième. Ce qui est sûr, c'est que il y a en tout cas une cyclicité de l'histoire, des permanences de ces dangers, des attaques constantes en tout cas pour, aboutir à cette synthèse, pour aussi détruire le catholicisme. Heu, Étonnamment, il faut peut-être plus de temps que prévu et des attaques en tout cas assez lourdes, hein, de plus en La plus. bête résiste. Qu'est-ce Exactement. Outre la lecture de cet ouvrage, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être aussi, f souhaiter faire, pour se prémunir de ces dangers, grandissants? Au vu aussi de l'actualité, vous l'avez dit avec ce texte, sur, le fait que la Sainte Vierge est une femme, comme les autres. Hem, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Il n'y a pas de secret. Euh, il faut impérativement avoir le contrepoison. Alors, je vais prêcher pour ma paroisse, mais il faut être catholique. Et, sous-entendu, traditionnel. Évidemment, pas catholique conciliaire. Je préfère les gens athées, hein, ils raisonnent plus sainement. Il n'y a que ça. Et c'est là où j'insiste. Je demande aux personnes qui verront cette vidéo, il faut impérativement lire les bons auteurs, entre autres Henri Massy. C'est quand même merveilleux de lire un livre qui est sorti il y a 98 ans, 1927, qui dénonce les maux de son époque et qui dit que si rien n'est fait, eh bien, ça va aboutir à une sorte de cancer généralisé. Et en 2025, on est en plein avec un corps européen et mondial métastasé. Et c'est ça qu'il faut toujours. Il faut s'imprégner des personnes qui ont fait leurs preuves. Et quand on les rencontre pas dans la vie, et on peut les rencontrer dans des livres, et c'est le cas d'Henri Massy, entre autres, il faut lire et s'imprégner. Et le drame, c'est que c'est bien gentil de regarder une vidéo, mais ce que j'ai dit, et ce que vous avez dit, Xavier, entre guillemets, on a quand même survolé, on a dit l'essentiel, enfin l'essentiel non, on a dit certaines choses, mais on n'a pas tout dit parce qu'il faut aussi permettre au lecteur, enfin à la personne d'acheter le livre et de se plonger, parce qu'il y a quelquefois des nuances, des détails, des informations, puis on ne dit pas tout, mais il faut impérativement s'imprégner des personnes, des écrits de personnes qui ont compris la source du mal. Le drame de notre époque, c'est que les origines du mal ne sont pas connues. Et la progression par étapes. Quand on a compris la logique du système, on va plus voter. Euh, on comprend la nocivité de la démocratie, qui est un outil du système. On comprend la duplicité de certains qui peuvent dire certaines choses justes. C'est le cas de la tradition primordiale, qui va défendre certaines valeurs justes, défense, comme je le dis, de la famille traditionnelle, mais tout ça enrobé dans du poison contraire à la révélation. Et c'est pourquoi je dis toujours, je préfère toujours Cohn-Bendit, parce que moi, c'est du négatif du A à Z, alors que lorsqu'on voit la tradition primordiale promue par la Russie de Poutine, on voit des choses justes, mais la déchristianisation fait que les gens ne voient pas le poison subtil qui, en fait, est violemment antichrétien. Vous savez, il y a quand même un élément révélateur, Xavier. Le 15 août 2025, vous avez eu la réunion en Alaska, en Anchorage, entre Poutine et Trump. Et quelques heures avant cette rencontre, c'était le 15 août 2025, vous avez eu le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, qui est venu. Mais quand il a débarqué, il n'est pas venu en complet avec son cravate, il est venu, il avait une sorte de veste, mais un t-shirt blanc avec les lettres russes CCCP pour URSS. Comment peut-on avoir sur la poitrine un vêtement présentant le sigle rappelant un pays, l'Union soviétique, violemment antichrétien?
ayant favorisé la diffusion d'un système intrinsèquement pervers, qui plus est un 15 août. Quelle ironie! Et quand on a un esprit classique, on a le système immunitaire qui réagit en disant ça, c'est pas normal. C'est-à-dire que un Lavrov, qui va dire des choses justes sur certains domaines, défend des valeurs justes, on ne peut pas se présenter avec un vêtement affichant le sigle d'un pays animé d'une idéologie perverse, comme le bolchevisme. Voilà. Et le drame, c'est que ça fait pas tilt chez les gens. Très bien, mille merci, cher Pierre Hilard, pour la présentation de cet ouvrage, Défense de l'Occident aux éditions Mestre. Évidemment, si vous avez aimé cette présentation, n'hésitez pas à vous procurer le livre, à aimer, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne des éditions Mestre. Je vous dis à bientôt, que Dieu vous garde, et à bientôt pour une prochaine présentation. Au revoir.